Nous sommes aujourd'hui réunis pour un moment d'échange tous ensemble autour du thème du Covid-19 bien sûr, plus particulièrement la thématique de la prévention des risques psychosociaux et pour évoquer tous ensemble comment parvenir à éviter les effets indirects de cette psychose qui peut s'installer. Merci à Cali Social pour l'organisation de ce séminaire, de ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes tous les trois pour discuter ces thématiques. Je suis Barbara Hart, je suis accompagnée de mon associé Mathieu Convarnous. Bonjour. Nous sommes avocats chez Sésame Avocats et nous sommes avec Karine qui va se présenter. Bonjour à tous, je suis Karine Boucher, consultante, formatrice, psychologue du travail, intervenant pour le cabinet Cali Social qui a donc été cité par Barbara. Cali Social est un cabinet spécialisé dans la prévention et la gestion des risques psychosociaux. Nous intervenons aussi, bien évidemment, sur les sujets de la qualité de vie au travail et de l'accompagnement du changement. Alors, on va peut-être commencer par une première question nous permettant, enfin du moins, de poser le cadre pour la base de nos échanges aujourd'hui. Et bien évidemment, nous répondrons au fur et à mesure aux questions que vous nous soumettez dans la mesure de nos moyens, parce que je crois que vous êtes assez nombreux aujourd'hui. Donc, Barbara, une première question un peu générique. Comment pouvons-nous accompagner les cadres et les collaborateurs dans la gestion de crise pendant cette période de confinement et voire après, même si le après, pour l'instant, il est probablement encore très loin? Alors, dans cette période, on va parler de façon un petit peu générique, bien sûr, parce qu'il y a des situations qui sont extrêmement complexes. On va peut-être se focaliser sur la thématique du télétravail, qui a été citée par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, comme devant être la modalité de travail privilégiée à chaque fois que cela est possible. Et bien sûr, ça pose des enjeux et des défis tout à fait nouveaux, tant aux managers qu'aux cadres qui sont concernés et aux salariés qui sont concernés par ces nouvelles modalités, plus particulièrement pour ceux qui n'avaient pas l'habitude d'adopter cette modalité de travail. Donc fondamentalement, pour répondre avec quelques lignes directrices à cette question, on va dire qu'il est essentiel de maintenir un cadre de travail, c'est-à-dire que les managers s'investissent dans un accompagnement pour sortir un peu de leurs méthodes habituelles. Il faut véritablement que les salariés ne se sentent pas isolés, donc réinventer une nouvelle organisation, une nouvelle communication avec tous les moyens qui sont à leur disposition, les moyens numériques qui sont à leur disposition pour essayer de les solliciter et avoir des rituels et des rendez-vous quotidiens. Alors, pour compléter les propos de Barbara, en effet, il est vraiment important de réinventer le cadre de travail en organisant le temps de travail, de co-construire des repères clairs, de structurer le temps. Et structurer le temps est un facteur protecteur en termes de santé extrêmement important. Donc, on a déjà une première question de Laurence, qui est membre du CHSCT ou peut-être du CSE. Quelles sont les premières choses à faire? Alors, je ne sais pas si Laurence parle en tant que membre du CHSCT, vu qu'elle a indiqué son engagement dans le dialogue social. Mathieu et Barbara, est-ce que vous pouvez donner des premiers éléments de réponse par rapport à cette question? Barbara, je te laisse sur le CHSCT. Ouais, de mon point de vue, la première chose à faire qui concerne qui implique bien évidemment les représentants du personnel, ça va être la modification du document unique, qui est une étape absolument cruciale, bien que les entreprises soient débordées, les RH soient véritablement très prises par les nouvelles organisations à mettre en place. La modification du document unique, c'est essentiel. En quoi cela consiste? Simplement à rappeler toutes ces différentes modalités d'organisation du travail qui ont changé. Que va représenter c'est-à-dire le télétravail? Il faut prévoir et l'inscrire au document unique comme étant
une nouvelle modalité qui va peut-être exposer les salariés à des risques psychosociaux, mais aussi prévoir bien évidemment les modalités de prévention, les mesures de prévention en santé et sécurité si certains des collaborateurs sont toujours en activité sur le lieu de travail. J'ajouterais que par expérience, les retours que nous avons avec les partenaires de Cadiz Social, c'est qu'en effet, il y a un dialogue qui se maintient entre la direction et les partenaires sociaux de façon à co-construire un cadre de travail qui optimise de maintenir la santé au travail. On a d'ailleurs une autre question de Camille qui nous pose la question suivante: comment lutter contre l'isolement au travail? Alors, dans un premier temps, je vous donne quelques éléments de réponse. Bien évidemment, et je pense que tout le monde l'a fait, c'est d'optimiser l'utilisation des outils collaboratifs. Nous avons la chance de disposer de beaucoup d'applications permettant ces communications. Il est clair que le manager va avoir un rôle central dans le maintien de la cohésion d'équipe, d'être en lien avec chacun. Et ces outils, bien évidemment, vont permettre peut-être de repérer les situations qui peuvent être potentiellement à risque. Mathieu et Barbara, est-ce que vous voulez ajouter des éléments sur cette première question, sachant qu'en effet, l'isolement est un des risques majeurs de cette situation de confinement? Il y a un point, en fait, parce qu'il y a deux choses à mon sens. Lutter contre l'isolement au travail, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il faut maintenir un lien, quel que soit l'outil, que ce soit le téléphone ou que ce soit des canaux de communication plus modernes, il faut maintenir un lien. Il faut, et on en discutait il y a quelques instants avec Karine juste avant, il faut aussi adapter ce lien et la nature de ce lien aux personnes. Il ne faut pas que le maintien du lien devienne anxiogène pour le salarié, dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tout d'un coup, un salarié que vous ne voyez d'habitude une fois par semaine, qui est assez autonome dans son travail, au motif qu'il est en télétravail tous les jours, vous l'appeliez tous les jours, etc., ce qui peut devenir très anxiogène pour lui, ce changement de référentiel. Et de l'autre côté, il faut maintenir aussi quelques rituels, pas trop, parce que certaines personnes en télétravail vous disent, moi, je télétravaille totalement autrement, mais il faut maintenir certains rituels, typiquement des réunions d'équipe, qui peuvent être faites de manière visuelle aussi, avec des vidéoconférences, un peu ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Typiquement des mails d'objectifs, d'atteinte d'objectifs, etc., de réadaptation, de manière à surtout donner la sensation que être en télétravail n'est pas être loin de la société. On garde un lien avec ses équipes, on garde un lien avec ses supérieurs hiérarchiques, on garde un lien avec la sphère professionnelle. C'est véritablement la chose la plus importante si on veut pouvoir, je dirais, rester dans une optique professionnelle sereine. Sinon, au bout d'un moment, on ne voit plus trop l'utilité de travailler, il faut être très honnête. Et dans ces cas-là, on commence à avoir un effondrement, une anxiété qui commence à augmenter. D'un point de vue purement juridique, la limite entre le lien, je dirais, qu'il faut maintenir et le harcèlement, on en parle parfois, elle est à définir. Certains salariés ne voudront pas avoir un lien augmenté avec la société pendant une période de télétravail. Il faut aussi agir au cas par cas dans ce genre de choses. On le disait la dernière fois, le micromanagement n'est pas possible non plus forcément dans ce type de situation. Il faut avoir une vue de hauteur et c'est le manager effectivement qui est le point central entre la société et ses salariés. Je vais tout de suite rebondir sur une question complémentaire et liée à l'isolement de Laurence qui nous dit « Dans ma structure, j'accompagne des entrepreneurs que les mesures actuelles ne vont pas suffire. Que me conseillez-vous pour gérer les peurs et la colère que ça génère et qu'ils vont répercuter sur nous ?» Alors, la gestion des émotions est bien évidemment un point central dans cette, j'allais dire, cette épreuve que nous traversons tous. Le fait que ce soit une crise collective, c'est déjà un point moins isolant, bien sûr, que quand on traverse une épreuve et que cette épreuve est liée à sa configuration personnelle ou que ça génère une souffrance individuelle. Il est évidemment important d'être conscient déjà de ses émotions et d'avoir du lien, ne pas hésiter à faire appel à des professionnels. Cadiz Social, en l'occurrence, propose des lignes d'écoute. Ces lignes d'écoute permettent de joindre des professionnels H24, 7 jours sur 7. Mieux vaut joindre un professionnel quand on sent qu'il y a une tension intérieure qui monte, ne serait-ce que poser des mots, de pouvoir échanger. Ça aide à prendre de la distance et puis à gérer ses émotions. Laurence, même si les entrepreneurs sont dans des situations peut-être différentes
différente des grandes entreprises. Nous le disons à chaque fois avec mes collègues Barbara et Mathieu, il est vraiment important d'une façon ou d'une autre de créer du lien, d'échanger sur les questions qui se posent, que ce soit pour des entrepreneurs ou même des managers de grosses structures, parce qu'en fait, ça permet de réaliser qu'on n'est pas seul face à cette situation, qu'on n'est pas seul à se poser ce type de questions, et que bien évidemment, ça peut générer des ressources que l'on partage. L'un va avoir une idée qui va permettre à l'autre de rebondir sur cette idée en l'adaptant à sa situation, etc., etc. Alors, Lucie dit maintenir le lien alors qu'une fermeture de l'entreprise est faite, obligation de l'employeur. Comment fait-il pour s'inquiéter pour ses collaborateurs sans trop en faire? Alors, je laisse la parole après à Mathieu et Barbara. Comme l'a dit Mathieu, on a cette dualité de propos, c'est-à-dire que d'un point de vue santé, il ne faut pas hésiter à créer du lien. Par contre, si on est face à un collaborateur qui est en chômage partiel et qui ne souhaite pas maintenir du lien avec la sphère travail, bien évidemment, l'employeur respectera ceci. Je laisse la parole à Mathieu et Barbara pour compléter sur ce sujet. Alors, je vais avoir 2 points, et pardon, parce qu'en fait, je vois les questions qui défilent, et il y a peut-être 2 aspects. Il y a un aspect maintenir le lien, puisque je vois des questions sur maintenir le lien en France, en Belgique, comment ça se fait quand on n'a pas de nouvelles managers. Et il y a tout un aspect CSCCT. Je vais peut-être d'abord laisser Barbara reprendre la parole sur la CSCT, puisque Camille nous dit depuis notre période de télétravail, certains collaborateurs n'ont pas de signe de vie de leur manager. Comment est-ce qu'on peut agir, nous, en tant que CSCCT, pour traiter ce problème auprès de la direction? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat sur la santé mentale? La notion de lien côté juridique, côté CSCT, que peut faire l'institution dans ces cas-là? Est-ce qu'elle peut faire quelque chose, surtout déjà, et si oui, comment elle le fait? Oui, bien sûr, les modalités sont vraiment à réinventer dans ce moment où nous n'avons pas de précédent. Donc, fondamentalement, je pense que les représentants du personnel vont avoir un rôle tout à fait décisif, et une initiative de leur part vers le personnel, vers la communauté des salariés qui se trouveraient isolés, semble une chose tout à fait à privilégier. Bien évidemment, ça peut être concerté avec la direction qui elle-même a une responsabilité, bien évidemment, de prévention de la santé psychique. Et là, en ce moment, c'est de ce dont on est en train de parler. Et donc, naturellement, ni la direction ni les membres les représentants du personnel ne peuvent laisser les salariés s'isoler et s'enfoncer dans cette psychose et dans cet isolement. Plus spécifiquement, à nouveau, commencer par une communication peut-être simplement pour se manifester, dire que les représentants du personnel sont présents. C'est aussi un vecteur de réconfort, d'échange, de communion d'intérêts, on va dire. Et donc commencer peut-être par une communication toute simple en disant voilà, nous on est là, nous sommes un vecteur aussi pour échanger, pour créer ce lien qui vous manque peut-être avec les collègues de travail, avec la communauté. Ils peuvent aussi remonter, bien évidemment, c'est leur rôle, des problématiques précises auprès de la direction, des ressources humaines si elles existent, de sorte que vraiment des actions puissent se mettre en place. Je pense que les RH ont besoin du rôle des représentants du personnel pour mieux cibler les actions à entreprendre. Et tout le monde doit se mettre autour de son ordinateur, en l'occurrence, pour essayer de se réunir et essayer de trouver les nouvelles pistes, les bons moyens, qu'est-ce qui véritablement préoccupe les gens. Qu'est-ce qui fondamentalement au sein de notre société pose vraiment un problème critique, et les réponses et les problématiques vont pas être les mêmes partout. Donc à nouveau un rôle très important. Alors, il y a Bertrand qui souligne que en termes d'anxiété aussi, c'est un point qui peut être plus annexe, mais qui n'est pas faux, c'est comment rassurer les salariés alors que le référentiel juridique change tout le temps. Alors qu'actuellement, ça n'est pas possible d'avoir des réponses claires parfois. Ça rejoint une autre question tout à l'heure où on se disait comment rassurer les fournisseurs, comment rassurer les entrepreneurs, parce que le cadre juridique change tout le temps. Je crois, et je te laisserai Karine après dire ce que tu en penses, mais je crois véritablement qu'il y a une notion de transparence actuellement qui est nécessaire de la part des sociétés vis-à-vis de leurs salariés en disant sur certains points, par exemple typiquement une notion d'indemnisation, une notion de durée du télétravail, une notion de cadre du télétravail, je pense qu'il faut être très clair avec les salariés et leur dire on ne sait pas actuellement sur ce point-là. Voilà où moi j'en suis en tant qu'employeur. Pour vous rassurer, je vous dis ce qu'il en est par rapport au cadre actuel.
mais le cadre va changer. Si on prend un exemple, nous, sur lesquels on est confrontés actuellement en tant qu'avocat en droit du travail, c'est que le référentiel sur l'activité partielle est en train de changer très, très vite. Hein. Ce qu'on dit la semaine dernière en activité partielle sur ce même chat n'est plus valable cette semaine pour certains points et ne sera plus valable vendredi puisque certains décrets, certaines ordonnances vont sortir. Donc Bertrand, pour répondre à votre question, je pense que là, il faut être très clair avec les salariés, il faut être très clair avec les représentants du personnel. Nous, on met en place actuellement des vidéoconférences avec les CSE pour leur dire, voilà, dans le cadre du télétravail et de l'activité partielle, nous en sommes là parce que les applications juridiques en sont là, parce que les textes légaux en sont là, et peut-être que dans 2 jours, on vous consultera d'une autre manière. Mais c'est la sensation, je pense, que de toujours maintenir le fait qu'on est tous dans la même direction et tous dans le même bateau d'un strict point de vue juridique, qui peut aussi rassurer les salariés sur cette question-là. Alors, d'autres questions en complément, et il y a une nouvelle question de Jade qui dit comment faire lorsque les représentants du personnel ne sont pas moteurs. Je vais être un peu catégorique sur le sujet, et peut-être que Barbara et Mathieu ajouteront des compléments, mais de la même façon qu'avant cette crise, les échanges que je pouvais avoir avec les managers, en phase de changement, ce qu'il est important, et là c'est changement en phase de crise, quoi, il est important de repérer les éléments moteurs, et excusez-moi, il n'y a pas d'énergie à perdre avec des gens qui vont être contre-productifs et qui vont pas être participatifs des mesures de prévention et des mesures qui vont permettre de rassurer les collaborateurs. En termes de communication, je rejoins complètement ce qu'a dit Mathieu, ne serait-ce que de dire les mesures évoluent de jour en jour, nous reviendrons vers vous dès que nous serons mieux informés, quand les décrets seront passés, etc. C'est une communication. Un employeur a le droit de poser, de dire, pour l'heure, je ne peux pas répondre à cette question, mais de dire, je ne sais pas, mais je reviendrai vers vous, c'est une communication. Après, j'ai vu passer des questions concernant la peur liée à la situation en elle-même, le fait d'avoir peur de tomber malade, le fait potentiellement d'avoir des proches hospitalisés. C'est clair que c'est une situation de ce point de vue qui est extrêmement anxiogène. Pour la plupart, il y a quand même beaucoup de gens qui respectent les mesures barrières et nous vous renverrons à des sites gouvernementaux qui sont très explicites sur les mesures à prendre. Nous avons aussi des informations très claires quant à la conduite à tenir quand on a un proche à domicile qui est malade. Nous vous ferons parvenir le lien de ces sites. Et concernant la peur, l'angoisse, je crois, encore une fois, c'est pas je crois, par expérience, et tous nos collègues psychiatres, psychanalystes le disent et communiquent largement sur ce sujet en ce moment, il est important de poser des mots sur ce que l'on ressent, il est important de partager, de nommer, et peut-être, j'allais dire, le fait d'énoncer ce sur quoi on a peur, ce sur quoi on est anxieux, ça permet peut-être de catégoriser les choses et, entre guillemets, de faire aussi des petits tas pour dire, OK, il y a l'aspect peut-être gestion économique, il y a l'aspect santé, mais de différencier les choses. Et encore une fois, de ne pas hésiter à s'adresser à des professionnels. Il y a beaucoup d'actions bénévoles à l'heure actuelle. Cali Social, d'ailleurs, va lancer un grand projet thérapeute solidaire où bénévolement les collègues thérapeutes, psy et coach vont se rendre disponibles pour le personnel soignant et d'autres professionnels en activité. Mais en termes de prévention, il est vraiment très important de respecter les mesures barrières et de créer du lien, voilà, pour pouvoir partager et s'adresser à des professionnels si besoin, pour nommer les choses et prendre un peu de distance avec la situation. Alors, on a beaucoup de questions, visiblement, côté CCC. Oui, vas-y. Ouais, on a beaucoup de questions là-dessus.
revenir, je pense Camille souhaite revenir un petit peu sur des exemples. Je vais croiser toutes les questions. Camille souhaite revenir sur des exemples concrets de CCT quand on va réintégrer les postes de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, mis à part le côté actuellement anxiogène, préparer la suite, préparer l'après, et qui est un point important. Dans la même lignée, comment est-ce qu'on modifie actuellement le document unique de prévention des risques avec des agents en contentieux? Et je pense une question qui peut se regrouper aussi derrière, parce qu'il y a un rôle des représentants du personnel. Karine le soulignait, il faut qu'actuellement tout le monde soit moteur. Comment est-ce qu'on fait aussi pour traiter les différences entre salariés parfois, entre ceux qui vont au bureau, ceux qui sont confinés, ceux qui sont en télétravail. Voilà, toute cette notion de santé là-dessus. Barbara, est-ce que là-dessus on a des réponses? Alors les réponses, alors déjà pour les exemples d'actions pour le retour de confinement, je pense qu'elles seront déterminées au fil de l'eau. Il est très très important de garder ce lien, ce contact, cette communication qu'on a évoquée, de sorte qu'on puisse identifier quelles seront les actions décisives à mettre en place au retour. Est-ce que certains ont besoin de plus d'aide que d'autres? Dans ces cas-là, il ne faut pas attendre le retour pour mettre en place une ligne d'écoute, une assistance, une communication dédiée, et c'est toujours de prendre un peu le pouls, de rester vraiment très en lien avec ces équipes, de sorte qu'on détermine ce qu'il y aura à faire, notamment pour le retour dans les équipes, et certainement des actions de remotivation, peut-être de redéfinition des tâches, parce que cette période de coupure va bien évidemment entraîner dans la plupart des cas, une très forte disparité de situation, et aussi des nouvelles habitudes qu'il faudra peut-être remodifier au retour. S'agissant de la modification du document unique, là encore, je pense qu'il faut commencer par faire des choses très simples. Au strict plan juridique, la modification du document unique, elle est absolument nécessaire pour protéger l'entreprise, de sorte que l'entreprise puisse, matérialiser qu'elle a pris la mesure des difficultés, des dangers de cette période, et qu'elle y a apporté des réponses. Pour le moment, on ne peut pas faire beaucoup plus que cibler les risques typiques que pose le télétravail, cibler les risques majeurs que pose la communauté de travailleurs qui continue à avoir une activité sur le site. Et là, la réponse et la modification doit simplement être la liste des mesures concrètes mises en place. Et pour cela, le ministère du Travail a vraiment facilité les choses en mettant en ligne toute une série de mesures très très concrètes, avec des pictogrammes, avec des chartes graphiques pour rappeler toutes ces mesures, les mesures barrières bien évidemment, mais aussi la distanciation quand on accueille du public, etc. Alors, avant de parler de l'après-confinement, parce que je vois aussi des questions qui émergent, on voit beaucoup de questions, en effet, concernant l'anxiété, la peur. Les RH et les managers ont un rôle central pour détecter les situations les plus à risque. Mais il est important aussi de mettre la focale sur les aspects positifs. Je crois que nous sommes dans une crise qui nous ramène peut-être tous à l'essentiel. Ralentir peut être aussi l'opportunité, voilà, de se recentrer sur soi, de travailler différemment, d'innover. Il est important aussi de nommer peut-être quotidiennement ce qui va bien dans la situation. Voilà, on a des choses simples, on a de l'électricité, de l'eau courante, et en fait de nommer, et là je m'appuie sur des études en neurosciences, le vocabulaire que l'on utilise va formater, va agir sur certaines zones du cerveau, et peut-être en effet de saluer ou de reconnaître ce qui, malgré tout, fonctionne bien dans cette période, avec des choses très basiques. Et en fait, ça donne de l'énergie pour affronter ce qui va mal. Ensuite, dans les mesures, les stratégies d'adaptation, maintenir du lien, on l'a dit, prêter de l'attention à ce qui va bien, faire du sport. Il y a beaucoup de volontariat, il y a beaucoup de coachs sportifs qui proposent des tutorats en ligne gratuitement pour que les gens continuent à bouger. Prendre soin de soi et de ses proches, bien évidemment. Et puis, s'occuper des autres, contribuer à quelque chose, ça permet de pérenniser ce sentiment d'utilité qui est extrêmement important dans la santé au travail. Alors qu'on soit en activité ou en inactivité, de cultiver un sentiment d'utilité, c'est extrêmement important et c'est un facteur de protection important. Voilà, c'était la parenthèse.
les stratégies d'adaptation face au stress auquel nous sommes tous soumis. Alors, on a quelques remarques sur le chat public qui nous disent, voilà, donc du coup, ok, on entend tout ça, on comprend tout ça, innover les outils, c'est pas véritablement la solution, mais maintenant, comment on évite concrètement les effets indirects? Les effets indirects, on les a vus, c'est l'isolement, c'est la repli sur soi. Maintenant, comment on fait pour lutter contre cet effet de manière indirecte, c'est-à-dire de manière très concrète? Le RH, le manager, qu'est-ce qu'il fait de manière concrète pour lutter contre cette psychose de son salarié? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Oui. Qu'est-ce qu'il fait de manière concrète? C'est la première vraie question qu'il faut se poser. Et la première chose, on a dit, c'est maintenir le lien. Est-ce que c'est suffisant? Non. La deuxième chose, à mon sens, elle est quelque chose que, alors vous allez me trouver, je pense, ça va peut-être bondir un peu sur le chat pour le coup, de manière très, très juridique, parce qu'elle est très froide, c'est qu'à un moment, il y a une conséquence juridique au télétravail, une conséquence juridique aux choses, c'est que le salarié voit plus loin. Nous, on observe actuellement beaucoup de questions de salariés qui nous disent, très bien, on est en télétravail, on est isolé, ça on va arriver à le gérer, mais de manière concrète, qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Parce que tout le monde se pose la question, une hypothèse de licenciement derrière, de licenciement économique, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre travail? Et je pense qu'un des points importants pour lutter contre toutes les psychoses indirectes de cette situation, c'est que maintenant, il y a une nécessité pour l'employeur d'adapter les objectifs des salariés, d'adapter la mission du salarié. Actuellement, il faut rassurer le salarié. C'est peut-être le point le plus important pour lutter contre une psychose collective. C'est de dire, nous allons prendre en compte cette situation. Vous, salarié commercial, à la fin de l'année, votre objectif va être adapté. Vous, salarié technique, votre objectif va être adapté. Vous, etc., etc. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et là, il y a une véritable plan d'action des RH et des managers qui doit être fait maintenant, de manière très concrète, pour communiquer avec les salariés sur ce point, pour leur dire, les 2 mois qu'on va perdre, parce qu'on part sur 2 mois, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, les 2 mois qu'on va perdre n'auront pas de répercussions sur votre travail, vous êtes toujours un élément de société. Et ça, c'est un premier élément concret de plan d'action qu'il faut mettre en place. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce stade, mais c'est mon sentiment, on va dire, sur ce point. Moi, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de redéfinition des tâches. On avait commencé à s'en parler en disant que c'est fondamental. Et à nouveau, on en avait parlé précédemment avec Karine aussi. On avait échangé sur ce rôle central du manager. Et sur ses épaules pèse vraiment cette obligation de repenser le travail de son équipe, de repenser la redistribution des tâches et bien sûr l'adaptation de ce qu'il y a à faire. L'autre chose tout aussi importante, Mathieu, pour peut-être rebondir sur cette première idée, c'est que tout en disant et en rassurant qu'il faut conserver, qu'il faut redéfinir les attentes, bien évidemment, qui doivent prendre en compte ces circonstances exceptionnelles, il est aussi très nécessaire de s'inscrire dans une utilité. On doit continuer à travailler. C'est vraiment terriblement important, c'est-à-dire que cette sensation d'isolement, elle ne peut être que renforcée. Si on a l'impression de plus avoir de nouvelles de son manager, que le projet qu'on était en train de suivre, qui fondamentalement pourrait être continué en télétravail, eh bien, il est en train de s'effilocher parce qu'on n'a plus de contact. Je pense que cette utilité au travail est absolument essentielle, outre que c'est une obligation aussi pour les salariés, dès l'instant qu'ils sont qu'il est possible de poursuivre leur activité à distance, bien évidemment, on doit travailler. Donc redéfinir, c'est nécessaire, mais c'est également tout aussi important de se dire j'appartiens à cette collectivité, à cette société, je vais continuer à être utile et je vais continuer à fonctionner le plus classiquement possible. Est-ce qu'on doit du coup, Karine, peut-être… Attends Mathieu, juste 2 minutes, je rebondis sur ce que Barbara disait. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le travail a une structure de facteurs résilients et vecteurs de santé. Se sentir utile, c'est extrêmement important. Tout à l'heure, je disais innover. Innover, c'est redéfinir en effet les tâches que l'on faisait d'une certaine façon. Ça peut être aussi maintenir une activité, ça peut être se pencher sur des dossiers sur lesquels on n'avait pas tant le temps de réfléchir. Et pour ça, le manager a un rôle central. Après, il y a d'autres questions que je vois. On va se trouver, et on se trouve déjà dans une situation avec des gens qui sont en hyperactivité, que ce soit des managers, des RH, des dirigeants. Et pour ça, il est important de respecter des pauses, parce qu'en effet, il peut y avoir une sursollicitation. Et les retours cliniques que j'ai ces derniers jours
de toutes les personnes qui sont maintenues en activité, c'est que parfois, les conditions de travail dans lesquelles nous nous trouvons avec le télétravail, eh bien, on a un niveau de fatigue qui est plus important parce que ça nous demande des efforts de concentration plus importants. On n'est pas en lien toujours visuel avec les personnes. Par contre, on a des tâches qui parfois sont interrompues. On répond aux urgences et ça, évidemment, ça fait une sursollicitation. Donc, il est important pour les personnes qui ont un niveau d'activité élevé de respecter les pauses, de se déconnecter régulièrement, d'essayer au maximum de suivre le rythme, entre guillemets, normal avec la pause déjeuner, faire une pause dans la matinée. Après, une autre question santé, et je laisse la parole à Mathieu et Barbara qui ont peut-être suivi le fil des questions. Oui. Concernant le deuil, alors on aborde un sujet extrêmement délicat. C'est clair que nous nous trouvons dans une situation qui peut être d'autant plus douloureuse parce qu'on ne peut pas accompagner ses proches comme on le souhaiterait, parce que les obsèques ne se déroulent pas de la même façon que d'habitude. On ne peut pas accompagner, lors de rituels religieux, le nombre de personnes, je crois qu'il est limité à 20 personnes. Et c'est clair qu'il est d'autant plus important, encore une fois, peut-être de contribuer ou de co-construire avec les proches un rituel que l'on prend en ligne, un moment de partage, même si on est à distance les uns des autres. Je sais, et la presse le dit, mais pour être en contact avec des soignants, nous avons des professionnels extrêmement remarquables qui ont à cœur d'accompagner au mieux les personnes qui se trouvent en fin de vie. Donc, il faut garder confiance aussi en notre système de santé, même si par ailleurs, il peut y avoir des problèmes de logistique, de masques, etc. Et encore une fois, ne pas hésiter à chercher de l'aide ou à joindre quelqu'un si on a besoin de parler. Mais quand je parlais d'innovation, c'est peut-être aussi recréer des rituels, que ce soit quand on est dans l'épreuve et que on se donne un rendez-vous en vidéo, au téléphone, où ce sera un moment de communion, de partage, mais aussi dans la sphère travail, on doit réinventer nos conditions de travail et la façon dont on délivre ce que l'on doit faire. Voilà. Il y a beaucoup de questions sur le fait, il y a une notion de culpabilisation, il y a une notion qui est un effet de cette anxiété, de cette psychose. Beaucoup de gens qui parlent d'abandon. Alors il y a deux types d'abandon, si je resynthétise encore une fois un peu ces choses. Les personnes qui ont l'impression d'être abandonnées par leur direction en tant que manager et donc ils ne savent pas quoi répondre à leurs salariés. Il y a un peu cette sensation-là. Il y a aussi une véritable dichotomie entre le salarié, je vais simplifier, mais le salarié de terrain, le salarié bureau en télétravail. Actuellement, véritablement, beaucoup de personnes nous disent comment est-ce qu'on fait en termes de psychose, comment est-ce qu'on fait pour rassurer les salariés qui sont sur le terrain, quand soi-même, on est dans un bureau, on est confiné chez soi, est-ce que ça va créer une tension entre les équipes? Comment est-ce qu'on désamorce finalement ce genre de choses? Je vois passer aussi les questions sur les suspicions et les cas, mais ça, on en parlera après si vous voulez bien, mais comment est-ce qu'on fait de manière là encore concrète pour lutter contre une psychose des salariés de terrain qui finalement vont se dire on n'a plus de consignes, ou alors on a des consignes, c'est des personnes qui ne comprennent plus des personnes qui sont pas là. Parce que c'est facile de dire les gars, il faut aller sur le terrain. Je pense notamment à la polémique qu'il y a eu sur le BTP actuellement, qui est très compliqué à gérer, mais aussi les livreurs, par exemple, on a vu la polémique avec Amazon. Comment est-ce qu'on fait pour prendre des consignes de la part d'une direction qu'on va estimer déconnectée? Et la psychose, finalement, c'est d'être livré à soi-même. D'un point de vue juridique, on en est où là-dessus, Barbara, si les choses... Je pense que ce que j'ai compris, c'est que les ordonnances qui sont en train d'être réfléchies par le gouvernement, elles vont apporter des précisions, on l'espère, très utiles par secteur d'activité. Pour le BTP, c'est très important ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il va y avoir des chartes de bonnes pratiques. Je pense qu'ils vont se mettre en place pour tous les secteurs qui continuent ou qui tentent de continuer une activité sur le terrain. Et tu as parfaitement raison, il y a évidemment une immense différence de perception et ces effets de psycho, ces effets de tension et d'isolement et de ressenti, elles sont éminemment différentes selon la manière dont on continue d'exercer. Donc, je pense que dans un premier temps, il est nécessaire
nécessaire pour tous les secteurs de repenser selon leur activité la manière d'au mieux essayer de progresser et de continuer à effectuer une activité par vraiment secteur d'activité. Donc pour une entreprise qui aurait des équipes qui sont soit en télétravail, soit un petit peu sur le terrain, il est absolument nécessaire, au-delà des recommandations sanitaires qui sont imposées par le gouvernement, peut-être de vraiment prendre le temps de communiquer soigneusement avec les équipes sur OK, donc ça c'est indispensable, on sait qu'on doit le faire, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, et c'est à nouveau ce que disait Karine, il y a en ce moment tous les rôles sont à redéfinir, les salariés peuvent être complètement source de propositions, c'est ceux qui véritablement opèrent sur le terrain sont ceux qui connaissent mieux leurs conditions de travail et peuvent être totalement source de propositions en disant oui, alors très bien, on a parlé de telle et telle protection, la vitre en verre pour éviter les projections, etc. Moi, j'ai une autre idée. Donc, véritablement, les initiatives individuelles de la part des salariés, de la part de tous, sont fondamentales. Et dans ce temps de changement et de crise, il y a vraiment que la communication, les idées de chacun, la prise en compte en disant OK, on a pour le moment, voilà où nous en sommes, essayons de faire mieux que ce qui est proposé, de sorte d'essayer de rassurer les équipes. Je pense que véritablement, si les RH, les représentants du personnel, les salariés ont un véritable dialogue sur ce terrain, on peut imaginer pouvoir, autant que faire se peut, rassurer les équipes qui continuent à travailler à l'extérieur et ou en contact avec du public. Alors, Karine, je t'ai vu concernant des réagir sur questions une sur question de Jade. Je t'ai vu réagir sur une question de Jade, la remarque là, sur laquelle on réagit tous les deux. Où Jade nous dit, je pense que quand on est manager, faut aller montrer l'exemple et sur le terrain. Et tu disais oui, mais montrer un exemple aussi du respect des consignes de sécurité. Ouais. C'est-à-dire en fait, les consignes de sécurité, c'est-à-dire au maximum de mettre en place des mesures de protection individuelle et collective. Je pense à la grande distribution, puisqu'il y a quand même un flot de fréquentation qui est peut-être plus importante que des activités du secteur tertiaire où l'on est au bureau. Où on peut se mettre à 1 mètre de distance, alors que les métiers de la grande distribution, personnellement, j'ai vu des mesures très inégales, quoi. Il y a des enseignes qui protègent vraiment leurs collaborateurs avec un écran plastique, des gants, un masque, du gel, en faisant respecter la distanciation nécessaire, plus d'1 mètre. Encore une fois, on vous communique les liens du gouvernement où les pictogrammes sont très explicites. Je pense qu'un manager, s'il va sur le terrain, en effet, il doit être exemplaire en matière du respect de la santé individuelle et collective. Parfois, quand on est sur des activités où on reçoit du public, on s'aperçoit que le public peut-être a du mal à se mettre dans ce cadre de consignes, mais là, il y a une vigilance à avoir et justement à imposer ces consignes qui peuvent mettre en danger les collaborateurs s'il y a un client qui s'approche de trop près. Voilà. Alors, il y a véritablement 2 tendances qui sont extrêmement intéressantes sur ton propos, Karine. Il y a une tendance qui dit effectivement, il faut être présent parce que ça rassure. Avec le respect des consignes de sécurité, le manager doit être présent, ça rassure les collaborateurs. Et d'autres personnes qui vous disent aussi, attention, le manager, c'est aussi un salarié, c'est aussi une personne qui a aussi sa psychose, qui a aussi son angoisse. C'est le fait est-ce que quelque part on va pas décaler la psychose, c'est-à-dire que en absorbant la psychose des salariés managés par le manager, est-ce qu'on va pas conduire les managers à un moment ou à un autre à craquer nerveusement parce qu'ils sont pas là non plus pour absorber toute la psychose. Justement, merci Mathieu de reprendre cette remarque, parce que j'ai vu une question passer aussi sur la formation et avec Cali Social, on est en train de travailler, on a déjà la demande d'un de nos partenaires sur ce sujet, que ce soit en période de crise ou en période, j'allais dire, d'activité professionnelle et de vie normale, le manager, toute mesure de prévention passe et déjà par lui. C'est-à-dire, on est un peu, je vais prendre la métaphore du masque à oxygène dans l'avion. Je peux être disponible à autrui, bien écouter ce qu'il en est pour autrui, si j'ai déjà la disponibilité à moi-même et si je suis au clair avec ce qui se passe pour moi. Bien évidemment, le manager est quelqu'un d'humain. C'est quelqu'un qui sera traversé par aussi des émotions diverses, d'où l'importance peut-être d'être coaché, accompagné.
C'est à une personne aussi qui peut être dans l'épreuve personnellement. Donc, bien évidemment, la prévention passe déjà par le manager lui-même pour être disponible à autrui et accompagner ses collaborateurs. Alors on va basculer peut-être sur la situation qui est aussi une crainte pour tout le monde. Là, j'ai laissé Barbara nous faire un angle géologique sur la question. Attends, Mathieu, excuse-moi parce que je voulais ajouter un point et vu le flot des questions au fur et à mesure, parfois on perd un peu le fil. Il y avait une question sur la formation. Et justement, on a une demande et on est chez Calice Social, on est en train de répondre à un partenaire, mais on avait déjà cette réflexion depuis le début de la crise où on va mettre sur pied des ateliers justement de sensibilisation et d'accompagnement aux managers. Et en effet, on a la chance d'être à une époque où il y a énormément d'outils collaboratifs qui peuvent permettre de mettre sur pied des modules, des ateliers de formation qui demeureront interactifs et qui pourront en même temps fédérer les bonnes pratiques entre les managers. Voilà, c'était une question complémentaire que j'avais vue et à laquelle je voulais répondre. Pas de problème. Barbara, qu'est-ce qu'on fait si on a un salarié finalement qui est contaminé? Comment on en parle? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on doit en parler? Est-ce que quelque part on doit l'isoler et prévenir ses collègues, ou est-ce qu'on doit simplement ignorer le sujet? Comment on maintient le lien? Comment on rassure? Est-ce que c'est la mission de l'employé? Bref, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une suspicion, voire un cas avéré dans l'entreprise, pour lutter contre la psychose que ça induit mécaniquement en fait? Alors déjà, il faut encourager la responsabilité personnelle de tous les salariés, c'est-à-dire bien évidemment, si ce sont des salariés qui continuent à travailler en respectant les mesures de prévention, mais qui continuent à travailler ensemble, il est évident qu'il faut totalement encourager les salariés à se mettre à l'écart, à s'isoler dès l'instant où ils ont des symptômes, naturellement. Ça, c'est le rôle de la direction de le rappeler et bien évidemment de l'avoir prévu dans le document unique notamment. Si le salarié n'a pas de difficulté à communiquer sur ce thème et souhaite que ce soit connu, il n'y a pas de difficulté à en parler dans le sein de l'entreprise en disant voilà, on a un cas, il a été diagnostiqué ou non, en tout cas il y a une forte suspicion, on n'a plus beaucoup de tests, donc aujourd'hui les gens testés sont extrêmement peu nombreux, on a plutôt des situations où on a une suspicion de situation. Si le salarié n'a pas de difficulté pour que ce soit évoqué dans le cadre de l'entreprise, oui bien sûr, il faut en communiquer avec les représentants du personnel et le cas échéant adapter. Ça veut dire communiquer avec l'équipe pour renforcer leur vigilance, communiquer avec les personnes qui ont été en contact, etc. À nouveau, si le salarié en revanche refuse, ne souhaite pas que nommément il soit évoqué, la situation est plus délicate. On ne pourra pas nommément, bien évidemment, évoquer, ça fera partie des éléments de confidentialité que la société sera obligée de respecter, et on ne pourra pas évoquer sa situation directement et nommément. Mais bien évidemment, l'employeur devra lui demander de quitter son poste de travail s'il a des symptômes, bien évidemment, pour qu'il soit mis à l'écart des autres sociétés. Ça, il y a une autre question qui était un petit peu en lien, en disant est-ce que il faut signaler aux représentants du personnel quand il y a une situation déclarée. À ce stade, oui, quand on a des cas de contagion sur des maladies très différentes, épidémiques, il est évidemment nécessaire de mettre en lien et de faire une consultation exceptionnelle avec les représentants du personnel. Dans le cas présent, de toute façon, et pour reprendre une des questions que j'ai vu passer aussi, oui, je pense que la nécessité de maintenir peut-être une réunion, on va dire, sur une base à définir hebdomadaire ou peut-être mensuelle sur ce thème est absolument nécessaire pour garder le document unique toujours à jour et aussi pour décider ensemble quels sont les meilleurs moyens de prévention. Et j'ajouterais peut-être une problématique qui est très très délicate que j'ai également vu passer dans les questions, qui a trait aux salariés qui refusent de se présenter au travail. Et donc on touche à quelque chose qui est très compliqué sur la problématique du droit de retrait. C'est-à-dire à partir de quel moment un salarié qui est véritablement et légitimement extrêmement inquiet de venir travailler peut, en toute justification, ne plus se présenter au travail.
Ça, c'est très délicat. On n'a pas de réponse idéale pour le moment. Pourquoi? Le gouvernement a très spécifiquement dit, pour rassurer la population et puis aussi pour permettre la continuité du travail, que les mesures mises en place sont suffisantes dès l'instant qu'elles sont scrupuleusement respectées. C'est là où les branches d'activité, les branches vont continuer à définir des bonnes pratiques, comme le BTP, comme ce que tu disais Mathieu, pour renforcer le côté adéquat des mesures pour chaque communauté de travail, pour chaque type de secteur d'activité, la grande distribution, etc. Ensuite, que faire quand un salarié, malgré le respect de ces mesures, refuse de venir travailler? Donc en toute hypothèse, si l'employeur est parfaitement scrupuleux dans l'application des mesures de prévention, ce droit de retrait peut normalement ne pas être opposé. Cela constituerait donc une faute, d'une certaine manière, du salarié disciplinaire de refuser de prendre un poste de travail alors que tout est mis en œuvre. Toutes les mesures sont mises en œuvre pour véritablement le protéger. Pour autant, c'est extrêmement délicat. On a cette question de la part de nos clients, Mathieu, et on en a parlé encore hier. Il nous paraît extrêmement délicat, pour le moment, compte tenu des circonstances, compte tenu de ce moment très critique, de véritablement actionner des actions disciplinaires dans le cas actuel. Déjà, l'employeur a l'obligation de maintenir le salaire dans ces périodes-là, et d'habitude, quand les salariés exercent des droits de retrait, on se tourne vers le juge. C'est le Conseil de prud'homme qui tranche et qui viendra dire s'il a été exercé, ce droit de retrait, de façon légitime ou non. Donc, que faire encore? La réponse reste un peu toujours seules qui nous paraissent adaptées en ce moment, c'est encore et toujours communiquer. On a conseillé avec Mathieu un groupe hôtelier qui héberge la restauration. Et il est évident que dans le cas des salariés qui refusent de travailler dans ces circonstances-là, le consensus a été trouvé pour réduire encore leur présence sur le site, qui est réduit à sa plus petite proportion pour éviter la fermeture de l'établissement. Et donc, le dialogue a permis de trouver un accord avec les salariés qui, du coup, n'ont pas à exercer un droit de retrait qui potentiellement les mettrait en difficulté. Et l'entreprise cherche, d'une manière ou d'une autre, à maintenir un tout petit peu d'activité. Donc, probablement le dialogue. Donc, dans le cas des salariés qui se sentent en très grande anxiété par rapport à la prise de son poste, essayez véritablement d'exprimer ce qui vous pose difficulté. Est-ce qu'une autre mesure peut être trouvée? Est-ce qu'une autre façon de travailler vous semblerait meilleure? Est-ce que vos horaires de travail peuvent encore être réduits de sorte que vous avez un peu plus de confort à venir travailler? Alors justement, pour aller dans ce sens-là, je vais répondre à Virginie sur une question qui est bien réelle. Je travaille dans le secteur de l'aide à domicile auprès de personnes fragiles. Notre activité a été réduite de 50%. Nous n'intervenons plus qu'auprès des personnes les plus vulnérables. Les intervenantes n'ont pas les protections nécessaires. Oui, merci de ne pas me couper de la question. Voilà. Et elles commencent à avoir la boule au ventre lorsqu'elles partent travailler. C'est difficile de les rassurer. Alors là, on est en plein dans le dur de certaines conditions de travail. On parle aussi par expérience et je peux vous dire que il y a des systèmes D localement qui se mettent sur pied. J'ai eu le cas d'une infirmière qui m'expliquait que son conjoint, qui est infirmier libéral et qui intervient auprès des patients atteints du Covid-19, il n'arrivait pas à trouver de masque pour travailler. Alors en fait, par Twitter, il y a des réseaux spontanés de solidarité qui se mettent sur pied. Il y a beaucoup d'initiatives individuelles et collectives. Il y a un message qui a été posté sur Twitter et en fait, bénévolement, il y a des tas de personnes qui ont amené des masques et qui ont amené du matériel. Donc, on est bien d'accord, c'est peut-être pas suffisant, mais il faut garder aussi confiance en la capacité de contribution de chacun. Et je pense en effet à ces personnes qui interviennent au domicile. J'ai vu aussi sur les réseaux, et là on est sur le système D, mais voilà, les périodes de crise aussi, ce sont des périodes où l'on innove. Des fabrications de masques. Alors, bien évidemment, c'est peut-être pas suffisant, mais il faut pas hésiter à solliciter les aides locales. Dans certains immeubles aussi, il y a des personnes qui ont proposé d'aller faire des courses pour les personnes, bien évidemment en respectant les mesures de sécurité. Et puis encore une fois, comme nous le disons depuis le début de ces échanges,
La boule au ventre, il ne faut pas rester seul avec la boule au ventre. Voilà, il est vraiment important de mettre en dialogue ces professionnels qui sont face parfois à des réalités terrain qui sont crues et qui sont difficiles. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à une question. Très brièvement, définition de la psychose. En fait, c'est une affection psychique grave dont le malade n'a pas conscience et qui peut se caractériser par des troubles de la perception, du jugement, du raisonnement et voire aussi des troubles de la personnalité. Donc, en fait, il y a plusieurs stades, mais là, bon, voilà, c'est la définition à l'extrême. C'est vrai que dans le langage courant, on utilise ce terme de psychose, voilà, pour dire le risque que tout le monde, excusez-moi l'expression, soit dans un processus de péter les plombs, puisque c'est une expression que j'entends beaucoup avec les interlocuteurs avec lesquels je peux échanger ces derniers jours. Voilà. Il est 10h49. Est-ce que nous avons des questions prioritaires auxquelles il faut répondre? Il y en avait une qui n'était pas terminée tout à l'heure, c'est concernant le confinement et le salarié en suspicion. Une personne demandait qu'est-ce qu'on fait si le salarié ne souhaite pas qu'on communique sur son cas. Et ça, c'est extrêmement important en termes de données personnelles. Qu'est-ce qu'on fait si un salarié dit à sa direction « je suis touché par le Covid, mais je ne veux pas qu'on en parle autour de moi ». Comment fait l'employeur? Parce qu'il est coincé entre deux choses finalement en termes d'obligation de sécurité et de résultats. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, Mathieu, comment c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce qu'on peut pas communiquer, évidemment sur un cas personnel. À nouveau, les données personnelles qui sont confiées par le salarié ne peuvent pas être divulguées s'il ne le souhaite pas. Ça, c'est extrêmement certain. Pour autant, l'employeur, comme tu le soulignes, a cette obligation permanente de prévention. Donc, il est essentiel de trouver des moyens de mettre ses collaborateurs comment dire, à l'abri si jamais cette équipe n'est d'ores et déjà pas en télétravail. Ensuite, à nouveau, parmi nos clients, nous n'avons quand même pas beaucoup de cette situation-là. Il y a surtout des cas de suspicion, puisque à nouveau, hormis les cas graves, malheureusement, les tests ne sont pas réalisés sur les salariés qui présentent des symptômes. Alors, en termes de ressources, on a pas mal de questions aussi. Je voulais respécifier que Cali Social a mis en place un numéro vert, une ligne d'écoute qui est dédiée au RH concernant cette crise de Covid-19, dont le numéro est le 0800 943 466. Voilà, c'est un numéro vert dédié spécifiquement au RH. Je vois une question de Delphine. Auriez-vous des modèles de charte de bonne conduite pour éviter les burn-out des salariés travaillant en télétravail? Alors, on peut, de toute façon, nous reviendrons vers vous après le webinaire pour répondre plus spécifiquement. Mais là encore, nous sommes sur des facteurs protecteurs tels que structurer le temps et donner des repères clairs. C'est-à-dire qu'il est vraiment important de s'accorder du temps, de bannir l'hyperconnectivité, que ce soit pour le travail ou pour se tenir au courant des dernières news, parce qu'on est quand même sur des modèles informatifs extrêmement anxiogènes. Donc, de poser un cadre de travail où on respecte le rythme biologique, les rythmes physiologiques habituels, la pause déjeuner, les moments de silence sont importants parce que l'hyperconnectivité peut fatiguer davantage, comme nous l'avons évoqué. Et les chartes de bonne conduite pour prévenir le burn-out, ce sont des choses pour lesquelles on peut revenir vers vous si vous le souhaitez après ce webinaire. Mais encore une fois, de structurer le temps, l'espace, de donner des repères clairs avec des pauses, des temps d'échange, des moments où on sera peut-être sur l'étude d'un dossier papier et non pas tout le temps sur l'écran. Tout ça, ce sont des bonnes pratiques qu'il ne faut pas hésiter à préconiser. Alors, pour se donner du cœur à l'ouvrage, eh bien, c'est clair. Là encore, on va parler de cadre et de structure, l'importance de se lever le matin, de garder sa routine, de se laver, de s'habiller comme si, voilà, la journée commence différemment de d'habitude. Mais c'est pour ça aussi que nous parlions du rôle du manager.
il est peut-être important de recenser les tâches qui étaient un peu laissées de côté, pris dans l'intensité des activités avant la crise, et de revoir spécifiquement les dossiers sur lesquels on peut travailler, penser différemment en fonction des intérêts de chacun. C'est-à-dire que d'un point de vue management, ça peut être aussi important d'être d'autant plus attentif à la motivation intrinsèque de chacun et de voir les sujets sur lesquels un tel pourra travailler parce que voilà, il a une affinité plus spécifique sur ce sujet par rapport à un autre. Je laisse Barbara et Mathieu dire quelques mots puisqu'on a encore des questions sur les partenaires sociaux. Il faut que l'on garde à l'esprit qu'il nous reste que 6 minutes. Il y a beaucoup de questions sur cette. C'est surprenant. Il y a beaucoup de questions sur le côté anonyme. C'est vraiment ça rejoint vraiment la psychose sur le côté. Je suis confiné, je veux pas le dire. Est-ce que je dois impliquer la médecine du travail? Est-ce que je dois le traiter dans une communication avec le CSCT? On est vraiment à la limite entre deux droits, d'une part d'informer les salariés sur ce qui se passe parce qu'il faut les informer pour traiter des psychoses, et de l'autre côté respecter la donnée personnelle, comme l'a souligné Barbara tout à l'heure. Quoi qu'il arrive, si un salarié confiné vous demande de rester dans l'anonymat, vous devez respecter cet anonymat, très clairement. Oui, d'autant que je rebondis, si on parle de salariés qui ont des suspicions d'être atteints et qui sont en confinement, la problématique de la prévention ne se pose plus dans les mêmes termes pour l'employeur, puisque par définition il est chez lui. Ensuite, je pense que vraiment il faut continuer à entretenir des réunions très très régulières avec les représentants du personnel pour faire le point sur ces situations et justement peut-être cibler des actions de communication, de voir si les salariés qui ont confié ceci à l'employeur souhaitent être contactés pour échanger à ce sujet, pour voir un peu quels seraient leurs besoins. Ils ont besoin d'en parler. Est-ce qu'au contraire, ils ne souhaitent pas être contactés pour ne pas en parler? Ce qui rebondit un peu sur la question de Anne, qui nous dit: peut-on communiquer avec un salarié dans une période exceptionnelle alors que son contrat est suspendu quand il est en chômage partiel? C'est vrai que le contrat de travail pendant les heures chômées est suspendu pendant les activités partielles. Vous pouvez, dans cette circonstance, communiquer. Il y a communiquer. C'est-à-dire que si vous appelez votre salarié d'abord pour prendre des nouvelles, ce qu'on soulignait tout à l'heure depuis le début, pour maintenir un lien, et de l'autre côté, pour lui poser 2 questions opérationnelles pratiques, d'accord, j'ai pas de problème sur cette question-là. En revanche, si vous commencez à contacter le salarié pendant les heures chômées pour le faire travailler, vous êtes en heure travaillée, vous n'êtes plus en heure chômée. Et il faut garder véritablement une distinction. Le contact doit être parcellaire quand vous êtes en activité partielle. Gardez en tête le fait que le contrat de travail est suspendu. Et donc, comme toute suspension, comme un arrêt maladie, comme un congé maternité, comme toute suspension du contrat de travail, le contact avec l'employeur doit être volontaire et il doit être marginal. Si vous commencez à remonter concrètement le salarié à le contacter tout le monde en chômage partiel, vous n'êtes plus en chômage partiel, vous n'êtes plus en suspension du contrat de travail, vous devez rémunérer votre salarié aux heures habituelles et selon les conditions habituelles. Alors, il nous reste 4 minutes. Un point qu'évoque Gisèle, et merci Gisèle parce que j'allais l'évoquer en termes de ressources, et puis savoir comment organiser une communication avec un salarié, s'il y a un cas suspect ou pas suspect, ou si voilà le salarié est en inactivité. Il ne faut pas hésiter à faire appel non plus aux professionnels qui sont tenus au secret professionnel. Il y a de nombreuses entreprises qui ont maintenu une veille avec les services de santé au travail, où le médecin du travail parfois est encore présent sur le site ou est en télétravail, l'infirmière de santé au travail. Et j'ai un partenaire qui est une entreprise internationale où il y a une très bonne communication et coordination entre les RH, l'infirmière de santé au travail, qui nous fait suivre aussi auprès de Calis Social les situations qui seraient un peu sensibles et qui nécessitent d'un accompagnement. Donc, il y a, en termes de ressources, il y a de très belles coordinations qui sont mises sur pied, et ne pas oublier en effet les services de santé au travail qui peuvent être une ressource par rapport aux salariés qui ont contracté le Covid-19. Là encore, les pratiques au sein de services de santé au travail sont diverses, donc n'hésitez pas à vous tourner vers les professionnels de santé. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais juste rappeler le principe de la ligne d'écoute de Calis Social. Donc, nous avons encore une fois une ligne d'écoute dédiée spécifiquement au RH concernant cette crise de Covid-19, dont le numéro est le 0800 943 466.
Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous, que ce soit Barbara, Mathieu et moi-même ou toute l'équipe de Calice Social, pour répondre aux questions auxquelles nous n'avons pu répondre. La ligne d'écoute Calice Social, telle qu'elle fonctionne pour nos partenaires, c'est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous pouvez avoir accès à des professionnels, que ce soit pour une question de coaching, une question